Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour terminer le chapitre 13. Donc dans ce chapitre, on étudie des lois classiques. Alors dans la dernière vidéo, on avait étudié la loi certaine, on avait étudié la loi de Bernoulli, et là on va continuer donc avec la loi binomiale, la loi géométrique et la loi de Poisson. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle des lois de probabilité classiques, c'est-à-dire que à chaque fois, on va préciser le support. On rappelle que donner la loi d'une variable aléatoire, c'est préciser son support et les probabilités. Alors, donc on passe directement au paragraphe 2.4 qui concerne la loi binomiale. Alors, une loi binomiale, il y a deux paramètres. Il y a les paramètres n et p. N, c'est un antinaturel non nul, et p, c'est un nombre entre 0 et 1. C'est une probabilité. Et le support, c'est donc l'intervalle 0, n, et les probabilités, p de x égale à k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, avec k qui est un entier compris dans le support, c'est-à-dire entre 0 et n. Alors, avant de faire son interprétation, puisqu'elle a une interprétation, on va dire, pratique, on va quand même vérifier que la somme des probabilités donne 1. On se rappelle que c'est quelque chose qui revient fréquemment. La somme des probabilités donne 1. Alors, lorsque je somme, donc de k allant de 0 à n des p de x est égal à k, j'ai la somme de 0 à n des k parmi n, pk, 1 moins p, n moins k. Et là, évidemment, vous avez profité du confinement pour refaire le deuxième chapitre sur les sommes classiques. Et vous reconnaissez tous, évidemment, une somme de Newton. Vous reconnaissez la formule du binôme de Newton, évidemment. Du coup, ça nous donne P plus 1 moins P puissance n. Autrement dit, les P se simplifient 1 puissance n, qui est égal à 1. Voilà. Donc, pour ceux qui ont une mauvaise vue ou qui ont oublié leur paire de lunettes, je vous invite à revoir la formule de Newton. Donc, la somme des probabilités donne bien 1. Et c'est la formule de Newton. Voilà. Alors, on passe directement à l'espérance et à la variance. De toute façon, le plan d'étude d'une variable aléatoire, c'est toujours assez classique. Support, probabilité, espérance et variance. Alors, l'espérance, on aura l'occasion de la reprendre. C'est NP. Et la variance, c'est NP 1 moins P. Ça, c'est un petit peu plus difficile à voir. Alors, on va pas faire le point numéro 2 de la proposition 2.4, tout simplement parce qu'il est plutôt au programme de deuxième année. Évidemment, vu la situation, on ne va pas s'amuser à aller voir des choses qui ne sont pas forcément au programme. On va passer directement à la méthode 5, donc au début de la page suivante, donc qui est de la page numéro 5. Alors, quand est-ce que l'on interprète, quand est-ce qu'on peut savoir que l'on a affaire à une loi binomiale? Eh bien, cette phrase, vous avez déjà dû l'écrire en terminale, voire même en première. Quand est-ce qu'on reconnaît une loi binomiale? Une loi binomiale, c'est donc x suit, je rappelle que la flèche, ça veut dire suivre, une loi binomiale de paramètre np si x compte le nombre de succès au cours d'une répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes ayant un même paramètre de succès P. Voilà. Bon, essentiellement, peu importe comment vous écrivez la phrase, hein, c'est pas très intéressant, mais quand vous reconnaissez une loi binomiale, qu'est-ce que vous devez faire apparaître? Vous devez dire que cette variable aléatoire, elle compte le nombre de succès, c'est-à-dire, un succès, ça peut être très bien, on joue à pile ou face et avoir pile. C'est vous qui fixez le succès, c'est une convention. Au cours d'une répétition de n épreuves de Bernoulli,
Par exemple, vous lancez 10 fois de suite votre pièce et vous comptez le nombre de piles que vous obtenez. Au cours d'une répétition donc, de n épreuves de Bernoulli, donc de Bernoulli, ça veut dire qu'il y a 2 issues possibles, et succès, échec, 0, 1, à chaque fois c'est la même chose, indépendante, c'est bien de le préciser tout simplement parce que le résultat d'une épreuve n'influe pas sur le résultat suivant, et ayant tout un même paramètre de succès, petit p. Alors à partir de là, reprenons l'espérance. Votre probabilité de succès, c'est petit p. Ça veut donc dire qu'à chaque épreuve, vous gagnez avec une probabilité, ou alors votre espérance de succès, c'est petit p. Donc au cours de n épreuves, quelle est votre probabilité d'avoir un certain nombre de succès? Quelle est votre probabilité de réussir? C'est p plus p plus p n fois. Autrement dit, c'est n fois p. Alors la variance, c'est un petit peu différent. On va pas passer dessus. Par contre, j'insiste sur le fait que ces deux quantités-là, il faut les connaître. Quand je vous demande d'apprendre les paramètres, du moins les éléments caractéristiques de la loi binomiale, il faut connaître son support, les probabilités, c'est-à-dire P de x est égal à K, K parmi n, etc. Il faut connaître l'espérance et la variance. C'est à votre programme, vous devez le connaître. Alors, on va tout de suite passer à l'exemple 3 et on va passer à l'exemple au point numéro 2. On ne va pas faire le 1. Alors, exemple 3, point numéro 2. Un conseil d'administration valide sa décision lorsque 10 au moins des 12 membres sont d'accord. Chacun des membres prend sa décision indépendamment des autres et choisit d'accepter avec la probabilité de 3/4. Déterminer le nombre moyen de membres qui acceptent, puis la probabilité que la décision soit validée. Alors, on est typiquement en phase d'une variable aléatoire binomiale. Quels sont vos paramètres? Alors, avant de faire la rédaction, qu'est-ce que vous allez avoir comme paramètre? Vous allez avoir n qui est égal à 12, tout simplement parce que vous avez 12 membres. Si vous voulez, vous avez une répétition de 12 épreuves, et on vous dit que la probabilité que chaque membre accepte la décision est de 3/4. Donc, on écrit soit x, le nombre de membres qui acceptent la décision. Voilà, donc là vous avez défini une variable aléatoire, c'est une variable aléatoire dont vous a priori ne connaissez pas la loi. À vous de justifier qu'elle suit une loi binomiale avec les paramètres n et p en refaisant la phrase que l'on vient d'effacer. Alors x suit la loi binomiale de paramètres 12 3/4 car x compte le nombre de succès. Faites le rappel, c'est quoi être un succès ici? C'est le membre accepte la décision au cours d'une répétition Alors, ici, peut-être que vous ne voyez pas la répétition, et d'ailleurs, tout simplement, vous ne la voyez pas parce qu'il n'y a pas vraiment de répétition. C'est-à-dire que chaque membre choisit sa décision indépendamment des autres. Mais si vous voulez, on peut voir ça comme une répétition de 12 épreuves. Bon, faut juste essayer de broder là-dessus, quoi, c'est tout. Alors, donc x compte le nombre de succès, le membre accepte la décision au cours d'une répétition de 12 épreuves, les 12 membres, indépendantes, ayant chacune une proba P qui est égale à 3/4 de succès. Et on rappelle, un succès, c'est le membre accepte la décision. Voilà, c'est plus long à écrire qu'à comprendre. Je souligne les éléments importants. Le nombre de succès au cours d'une répétition de 12 épreuves indépendantes, et chaque épreuve a une probabilité P 3/4. Votre phrase, elle doit faire apparaître ces trois éléments-là. Le reste, c'est de la culture générale, c'est du verbiage. Voilà.
Alors maintenant, vous pouvez passer au calcul de l'espérance, parce qu'on vous demande le nombre moyen. Le nombre moyen, c'est l'espérance. Vous êtes des gens fréquentables, vous connaissez l'espérance d'une loi binomiale. Donc l'espérance, c'est le produit, c'est NP. Donc c'est 12 fois 3 quarts, ce qui vous donne 9. Voilà. Donc en moyenne, 9 membres acceptent la décision. Ensuite, on vous dit, puis la probabilité que la décision soit validée. Alors j'efface. Alors on vous dit que la décision est validée lorsque au moins 10 membres acceptent, on va appeler A, plutôt D, la décision est validée. On vous dit que la décision elle est validée lorsque au moins 10 membres sont d'accord. Eh bien, c'est quoi l'événement D? L'événement D, c'est l'événement X plus grand que 10. 10 membres au moins sont d'accord. Du coup, vous en déduisez que P de D est égal à P de X supérieur à 10. Alors, calculer cette probabilité-là, c'est pas facile, tout simplement parce que vous n'avez plus accès à votre calculatrice et de toute façon, on va voir que l'on n'en a pas trop besoin. On va la calculer, on va dire, au moins de façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire que P prend une valeur qui est supérieure à 10? P prend une valeur qui est supérieure à 10 lorsque P prend quoi comme valeur? Eh bien, on se rappelle que l'univers, x de oméga, c'est 0,12. Tout simplement parce que il peut y avoir 0, 1, 2, jusqu'à 12 membres qui sont d'accord pour valider la décision. Donc si x prend une valeur qui est supérieure à 10, ça veut dire qu'il peut prendre la valeur 10, ou bien 11, ou bien 12. Donc en fait, cette probabilité, c'est P de x égale 10, plus les événements sont 2 à 2 incompatibles, P de x égale 11, plus P de x égale 12. Voilà, c'est relativement logique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir au moins 10 membres qui sont d'accord? Eh bien, on doit en avoir 10, 11 ou 12. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à terminer le calcul. On se rappelle que ces quantités-là, on les connaît. Je vais effacer, mais P de x égale à k, c'est k parmi n, P puissance k, 1 moins P puissance n moins k. Ou autrement dit, ici, puisque P prend la valeur 3 quarts, c'est k parmi n, 3 quarts puissance k, 1 moins 3 quarts, donc 1 quart puissance n moins k. Autrement dit, ici, avec la valeur de n c'est égal à 12, donc ça nous donne du 10 parmi 12, 3 quarts puissance 10, 1 quart puissance 12 moins 10, 2, plus 11 douzièmes, 3 quarts puissance 11, 1 quart puissance 12 moins 11, ça fait 1, et enfin plus 12 parmi 12, 3 quarts puissance 12, 1 quart puissance 12 moins 12, donc 0. Bon, évidemment, on ne va pas faire les calculs, tout simplement parce que calculer 3 quarts puissance 10, 3 quarts puissance 11, c'est pas facile à faire de tête. Mais bon, en tout cas, il faut bien voir que ça, c'est une valeur explicite. Vous pouvez aller dans Scilab si vous voulez terminer les calculs. Voilà pour cet exemple. On va passer à l'exemple 3. On va passer donc au point numéro 3. Alors, on modélise le nombre annuel d'accidents d'un conducteur par une loi binomiale de paramètres n et p, où p est la probabilité d'avoir un accident à chaque utilisation, et n c'est le nombre de fois où il utilise sa voiture. Le modèle vous semble-t-il pertinent? On en discutera après. Le nombre moyen d'accidents des conducteurs a été mesuré à 2,6 et la variance à 1,96. Déterminer les paramètres de la loi. Alors ce modèle est-il pertinent? Eh bien la réponse est non. Le modèle n'est pas pertinent. Alors vous ne pouvez pas le savoir pourquoi.
Tout simplement parce que, généralement, il paraît intuitif que plus on utilise sa voiture, c'est-à-dire plus n est grand, plus la probabilité d'avoir un accident est grande. Et en l'occurrence, la distribution, si vous voulez faire un genre de répartition de la binomiale, elle suit une genre de cloche comme ça. Donc en fait, ça veut dire que plus k s'approche, donc ici vous avez n, ici vous avez 0, donc plus k prend des valeurs qui sont proches de n, plus les probabilités sont donc petites, donc ce n'est pas logique. On passe là-dessus, on s'en fout. Alors par contre, on vous demande les paramètres. On vous dit que l'espérance, elle vaut 2,6 et la variance, elle vaut 1,87. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on note n et p les paramètres, l'espérance de votre loi, elle vaut np, elle vaut 2,6. Et la variance, elle vaut, on rappelle, c'est du cours maintenant, np facteur de 1 moins p, elle vaut 1,87. Voilà. Donc à partir de là, à partir de ces deux informations-là, il faut essayer de déterminer une valeur de n et p. Bon bah, ça c'est très facile à faire. Pourquoi c'est facile à faire? Tout simplement parce que c'est un genre de petit système d'équations à résoudre. Alors, on va pas terminer les calculs, mais on va dire comment la résoudre. Alors, vous remarquez que np vaut 2,6. Ici, vous avez justement np, donc vous avez 2,6. Autrement dit, vous en déduisez que si vous divisez par 2,6, vous en déduisez que 1 moins p est égal à 1,96 sur 2,6. Autrement dit, vous prenez votre calculatrice, vous prenez celle-là pour faire ce calcul, vous en déduisez la valeur de 1 moins p, et si vous avez la valeur de 1 moins p, évidemment, vous en déduisez la valeur de p. Et une fois que vous avez la valeur de p, eh bien, vous en déduisez la valeur de n dans la première équation en divisant par p. Voilà, on ne va pas passer plus de temps là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, cette loi, vous la connaissez à peu près bien. Alors, on va passer à la loi suivante, qui est la loi géométrique. Alors, on passe au paragraphe 3. Alors là, vous voyez, on change de paragraphe. J'avais dit dans la précédente vidéo que les variables aléatoires que l'on vient de faire ici, c'est-à-dire la loi certaine, la loi uniforme, la loi de Bernoulli et la loi binomiale, toutes ces quatre lois, elles ont un support fini. C'est-à-dire qu'elles prennent un nombre fini de valeurs. On s'était dit que, dans ce cadre, on n'était pas vraiment dans le chapitre 12, mais on était plutôt dans le chapitre 8. Et donc, l'espérance et la variance existent forcément. Là, on passe au paragraphe 3. On n'est plus dans des variables aléatoires qui prennent un nombre fini de valeurs, mais on est dans des variables aléatoires qui prennent un nombre infini de valeurs. Et là, on se souvient, là par contre, on est vraiment dans le chapitre 12, on se souvient que dans ce cas, une variable aléatoire n'a pas forcément d'espérance, ni forcément de variance. Donc là, il va falloir s'assurer, en vérifiant la convergence d'une série, que la variable aléatoire admet une espérance et une variance. Alors, on passe du coup à la loi géométrique. On passe au paragraphe 3.1. Alors, la méthode, c'est la même, c'est toujours la même. Pour définir une variable aléatoire, on définit son support et on donne les probabilités. Alors, dans la loi géométrique, on aura un moyen d'interprétation simple, ce qui ne sera plus le cas dans la loi de Poisson. Alors, on dit que x suit une loi géométrique de paramètres petit p. Donc, petit p, c'est un nombre entre 0 et 1. J'ai pris 0, j'ai pris 1. Si, vous remarquez, c'est un ensemble infini, n étoiles. N étoiles, je rappelle, c'est des entiers qui sont supérieurs ou égaux à 1, 1, 2, jusqu'à l'infini. Et pour tout cas appartenant à n étoiles, je vous donne p de x est égal à k, c'est donc 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Voilà. Alors, on va vérifier quand même que la somme des probabilités donne 1. Ça va nous revoir des formules classiques. Alors déjà, il faut s'assurer la convergence de la série. La série des 1 moins p puissance k moins 1
fois P convergent car c'est une série géométrique. Alors, j'ai mis dans le cours 0 et 1, on va les exclure. De toute façon, ça ne change rien. De toute façon, en pratique, les cas P égale à 0 et P égale 1 n'arrivent jamais, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Car c'est une série géométrique avec 1 moins P qui est compris entre 0 et 1. Voilà. Maintenant, on s'est assuré de la convergence de la série. On peut calculer sa somme. La somme de k de 1 à l'infini des 1 moins P puissance k moins 1 fois P. Je peux sortir le P par linéarité. Alors, ici, on reconnaît donc presque une série géométrique. Sauf que ce n'est pas tout à fait une série géométrique. Ce serait bien d'avoir une puissance k, ou du moins une puissance, peu importe comment on l'appelle. Alors, je vais écrire en haut, je fais le changement de variable, je pose L qui est égal à k moins 1. Alors, évidemment, si je pose L qui est égal à k moins 1, ça veut dire que ici, je vais avoir une puissance L. Pour voir comment varient les indices, c'est très facile. Lorsque k est égal à 1, l'indice du bas, L vaut combien? Eh bien, il vaut 1 moins 1. Donc, vous partez de L égale à 0. Et lorsque k, on ne va pas dire égale l'infini, mais tend vers l'infini, L, il fait quoi? Il fait la même chose, il tend vers l'infini. Et donc là, vous êtes en face d'une série géométrique normale. Attention à bien mettre une parenthèse autour du 1 moins P, sinon vous commettez une erreur de signe. Et donc, ça fait P facteur de 1 moins 1 plus P. Les 1 se simplifient, ça vous donne P sur P, et ça fait 1. Pas de problème. Elle admet donc, enfin en tout cas, on a bien vérifié qu'on définissait bien une variable aléatoire parce que la somme des probabilités donne 1. C'était surtout l'occasion de revoir la somme, la série géométrique. Et bien, pareil que pour la loi binomiale, la loi géométrique, elle admet une espérance et une variance. Alors, on va faire la démonstration pour l'espérance, puisque ça va nous faire revoir des séries géométriques dérivées d'ordre 1, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, on apprend la proposition. Une variable aléatoire qui suit une loi géométrique admet une espérance, et cette espérance vaut 1 sur P. Et une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre P admet une variance, et cette variance, elle vaut donc 1 moins P sur P au carré. Voilà, donc résultat à prendre tout simplement. On va faire la démonstration, parce que c'est bien de la revoir, pour l'espérance. Je rappelle le résultat principal, enfin un des résultats principaux du chapitre 12, c'est comment vérifier qu'une variable aléatoire admet une espérance. Rappel, c'est fondamental. X admet une espérance si et seulement si la série des k, alors x, p de x est égal à un grand x, pour x appartenant à un grand x de oméga, converge absolument. C'est fondamental. Il n'y a que ça à retenir pour l'espérance. Alors ici, autrement dit, on veut montrer que cette série converge. Je rappelle, la convergence absolue, c'est la convergence avec des valeurs absolues. Du coup, ici, vous remarquez que tout est positif, donc on enlève les barres de valeurs absolues, et donc je m'intéresse à la nature de la série des k. P de x est égal à k, donc 1 moins p puissance k moins 1. Alors là, vous reconnaissez sûrement une série géométrique dérivée d'ordre 1, donc je le fais à l'oral. Cette série, elle est proportionnelle à une série géométrique dérivée d'ordre 1, avec la raison 1 moins p qui est bien comprise entre 0 et 1, elle converge. Et maintenant, vous pouvez passer au calcul de la somme, c'est-à-dire, donc, une fois que vous êtes assuré de la convergence absolue de cette série, vous pouvez conclure que votre variable aléatoire admet une espérance, et cette espérance, c'est la somme de la série, c'est donc la somme de k de 1 à l'infini des k p1 moins p puissance k moins 1
Vous pouvez sortir le P par linéarité. Et là, vous reconnaissez donc une série géométrique dérivée d'ordre 1 qui est très classique. Donc le résultat, c'est P sur 1 moins 1 moins P au carré. Comme tout à l'heure, ça faisait P. Vous avez donc P sur P au carré. Et P sur P au carré, ça fait 1 sur P. Le 1 sur P qui était annoncé. Voilà. Je vous invite très fortement à faire la variance. Je rappelle que la variance, une variable aléatoire admet une variance si elle admet un nounant d'ordre 2. Donc essentiellement, vous allez reconnaître des séries géométriques dérivées d'ordre 2 après utilisation de l'astuce du chef. Et ensuite, vous utilisez la formule de Koenig-Huygens pour calculer cette variance. Je vous invite très fortement à le faire, vraiment. On va passer à la méthode 6, qui est la reconnaissance d'une loi géométrique. Quand est-ce qu'on reconnaît une loi géométrique? Alors, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Alors, les variables aléatoires qui décrivent un temps d'attente avant le premier succès, lorsque l'on répète une expérience à l'identique de manière indépendante, suivent une loi géométrique. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un premier succès? Vous jouez avec un dé, par exemple un dé équilibré, et vous vous intéressez à la première fois que vous avez un nombre pair. La première fois que vous avez un nombre pair, eh bien, ça veut dire que tant que vous jouez et que vous obtenez un nombre impair, vous continuez, vous répétez votre expérience. Donc, quel est votre paramètre de succès? Eh bien, obtenir un nombre pair, c'est obtenir 2, 4 ou 6. Comme vous supposez que votre dé est équilibré, donc ça veut dire que votre paramètre P vaut 3 sur 6, autrement dit, il vaut 1,5. Alors, justement, on va regarder l'exemple 4, petit 1, ça va aller vite. Alors, Bob jette un dé jusqu'à obtenir un résultat supérieur ou égal à 5. On note, L, le nombre de lancers nécessaires. Étudier N. Alors, c'est exactement le cas d'application d'une loi géométrique. Suit une loi géométrique, alors de quel paramètre? Quel est le paramètre de succès? Votre paramètre de succès, c'est quand vous avez un nombre qui est supérieur ou égal à 5. Eh bien, c'est donc obtenir 5 ou 6, avec une probabilité de 1 tiers. Car N est le premier succès. Au cours de la répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes avec une même proba de succès 1 tiers. À partir de là, l'exercice il est terminé, tout simplement parce que vous avez bien donné l'interprétation vous avez bien trouvé la loi de la variable aléatoire. Voilà. On va se retrouver donc dans une prochaine vidéo pour étudier la loi de Poisson. En attendant, pour la prochaine fois, on va corriger les exercices 198, 199 et 200.